Hello, hello. Donc, on commence ce nouvel épisode avec des nouveaux guests. Avec des nouveaux invités. Je vais les laisser se présenter avant qu'on rentre directement dans la conversation. Moi, c'est Shenda, j'ai 23 ans et donc je suis franco-belgo-cambodgienne et j'ai fait toutes mes études au lycée avec Cindy et après je suis partie en Belgique et j'ai commencé un bachelier en droit que j'ai vite arrêté au bout de 6 mois et maintenant je suis en éducation physique donc là j'ai fini mon bachelier et il me reste 2 ans de master pour être professeur d'EPS. Alright. Est-ce que tu as dit ton prénom ou pas? Ouais, Shenda. Ok. Merci. Shenda ou Tienda. Du coup, Shenda est venue avec... Donc moi, c'est Aglaé, j'ai 24 ans, je suis belge. J'ai toujours étudié en Belgique, j'ai fait quelques voyages à l'étranger, mais rien à voir avec les études, juste pour le tourisme. Et ici, j'ai l'occasion de venir avec Shenda au Cambodge pour découvrir son pays et la culture d'ici. Et en fait, c'était un voyage qui n'était pas prévu. Très improvisé. Ouais. Hein. Super étonnée parce que... En fait, j'étais au travail un jour et puis ça fait vraiment super longtemps que je me dis que j'ai envie de venir et puis j'ai regardé mon calendrier un peu par hasard et j'ai vu qu'il me restait 3 semaines avant la rentrée scolaire et donc je me suis dit pourquoi pas, regarde les billets pour voir un peu combien ça coûte et puis les billets étaient vraiment pas chers et donc voilà, je me suis dit que ça allait être une bonne coupure entre mon bachelier et mon master quoi. Donc, voilà. Et j'ai proposé à Aglaé et elle a quasi tout de suite dit oui. Trop bien. Et du coup, c'était pas du tout c'était en mode... en général, tu vas directement improviser des voyages comme ça ou c'est juste le Cambodge, ça te disait déjà depuis un moment? Non, donc j'ai déjà été à Bali, au Mexique et au Togo. Donc c'est quand même des longs voyages, mais c'était planifié à chaque fois. Enfin, c'était pas à l'improviste. Mais c'est vrai qu'ici, ça s'est fait rapidement. Mais voilà, enfin, c'est pas l'inconnu. Shenda connaissait, donc... je savais que je pouvais la suivre entre guillemets les yeux fermés, il n'y avait pas besoin de beaucoup réfléchir et voilà, c'est une belle opportunité. Ouais, donc, je suis d'accord. J'ai gardé le screenshot, en fait elle m'a envoyé un message sur Messenger, elle m'a mis si je te propose de venir au Cambodge, tu te chauffes, et j'ai mis oui, on y va. Oh my God, j'adore. Donc voilà, on est parti. Et les autres voyages que tu as fait au Mexique et tout, c'était en solo ou c'était Non, juste avec, pas du tout. Donc, en fait, mon ancien copain était togolais. Donc, on a été dans sa famille en Afrique. Okay. Et Bali et Mexique, c'était avec ma famille. Ok. Mais le Cambodge, du coup, c'est le premier voyage après le Covid ou pas? Long voyage après le Covid. Ouais, premier long voyage après le Covid, ouais. Ok. Du coup, c'est quoi tes premières impressions quand t'es arrivée sur le sol cambodgien? Gros dépaysement, hein. Rien, comme je disais à Shenda, rien n'est pareil. Que ça soit la nourriture, la température, tout est différent. Après, c'est vrai que nous, on sort de la session d'examen. Et donc, ce voyage, il fait vraiment du bien pour relâcher la pression et tout. Ça fait plaisir entre guillemets, devoir penser à rien. C'est vrai qu'ici, c'est ce que je disais à Shenda, j'ai un peu l'impression, les gens, ils ont... Enfin, personne n'a de montre et les gens, ils vivent un peu, on dirait, sans timing, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est hyper différent de ma culture belge, enfin, la culture européenne, où on est beaucoup plus... telle heure, on déjeune, telle heure, on dîne, telle heure, on soupe. Boulot, métro, dodo, comme on dit, quoi. Ouais. Et donc, voilà. Est-ce que tu avais déjà des références de la culture cambodgienne en connaissant Shenda en Belgique? Genre, il y a des trucs qu'elle faisait oui, pareil. parce que... je pense que je m'intéresse quand même pas mal et donc je vais souvent chez elle et donc avec sa maman, sa famille, déjà des fois entre eux ils parlent un peu khmer et donc je demandais des petites choses. Elle m'expliquait que sa maman, elle a été à Bruxelles pour une cérémonie dans une pagode et donc j'avais demandé quelques... Enfin voilà, elle m'avait déjà expliqué quelques petits trucs, elle m'avait déjà parlé de sa yeye et tout, mais voilà, j'en savais pas plus, quoi. Ouais. Et tu connais quoi comme mot cambodgien maintenant?
Je connais. Je pense que voilà, c'est quand même le minimum d'apprendre quelques petits trucs quand on vient ici. Après, c'est tellement différent de chez nous que c'est très compliqué comme ça en 20 jours. Mais oui, je sais dire merci, bonjour, au revoir. Je lui ai demandé de m'apprendre de dire merci de m'avoir accueilli parce que j'ai quand même logé dans sa famille. Donc, je voulais quand même les remercier. Et donc, voilà. Tu nous fais une démonstration de merci en commun. Une démonstration. Chumripsu, Chumripli, Orkun. Nice. Orkun Chiran. Thank you. Et du coup, Shenda, genre en Belgique, comme du coup, tu as quitté le Cambodge en 2017, et est-ce que c'était dur pour toi, genre au niveau de la culture cambodgienne qui est peut-être moins présente en Belgique, où il y avait quand même une communauté qui te permettait de t'identifier? Est-ce que ça a été dur au niveau... En fait, je pense pas que ça a été vraiment si dur que ça au niveau de la culture cambodgienne. C'était plus le fait de quitter le pays en lui-même, tu vois. L'horaire, genre le soleil se lève à 5h, il se couche à 6h, il fait tout le temps chaud, on est beaucoup moins stressé par le fait de savoir qu'est-ce qu'on va mettre le matin pour aller en cours, combien de couches qu'on va devoir enlever, parce que nous, quand on allait au lycée, on était t-shirt, short, tongs. Limite, on n'avait pas de chaussures. Et oui, voilà, c'est ça. C'est plus le pays de manière générale, plus que vraiment la culture. Mais sinon, oui, la première année, quand j'avais personne, c'était quand mes parents n'étaient pas encore rentrés, c'était clairement horrible, dans le sens où, quand j'étais ici, j'avais tout le monde, j'avais mes parents, mes frères, mes grands-parents, voilà, et puis là, tu te retrouves un peu toute seule dans une colocation, mais j'allais de temps en temps chez une amie de ma maman qui est cambodgienne et qui a sa famille à Bruxelles, parce que c'est vrai que oui, des fois ça faisait du bien d'entendre parler la langue qu'on entendait parler tous les jours, quoi. Donc, ouais. Mais du coup, tu as rencontré des Cambodgiens de notre âge en Belgique? En étant toute seule en Belgique, non. Okay. Mais après que mes parents soient rentrés, quand j'allais à la pagode ou des trucs comme ça avec ma maman, là, ouais, je connais des Cambodgiens qui ont à peu près notre âge. Mais c'est des Cambodgiens qui habitent en Belgique depuis toujours. Donc, voilà, ils parlent cambodgien. J'ai envie de dire que je suis plus cambodgien qu'eux, quoi. Donc, voilà. Ok. Alright. Et du coup, tu disais que tu avais commencé tes études, que tu avais changé. Tu peux parler aussi de ce processus de trouver en fait ce que tu voulais étudier, parce que je pense que genre quand on était à Descartes, on se posait tous des questions sur qu'est-ce qu'on voulait faire. Descartes ou même tout le monde en fait au lycée. Et je pense que ça peut aiguiller aussi certaines personnes à Descartes actuellement, qui vont passer en terminale et qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire, surtout qu'ils vont retourner peut-être en Europe, des choses comme ça. Genre, t'as des petits tips, genre peut-être parler de ton expérience à toi. Mais déjà, je sais pas si tu te souviens, mais moi, c'est vrai qu'en ayant grandi ici, depuis que je suis petite, on voit beaucoup quand même d'injustices, parce qu'il n'y a rien à faire, il y a quand même beaucoup d'injustices dans le pays. Et c'est vrai que depuis que je suis petite, je me dis un peu, je vais essayer de changer un peu le pays. Et donc, je m'étais toujours dit, je voulais faire avocate ou quelque chose dans le droit. Voilà. Et puis, donc, c'est ce que j'avais toujours dit à mes parents. Et forcément, ma maman étant de culture cambodgienne, avocate, ça lui convenait très bien. Et donc, c'est vrai qu'après, quand arrivé le moment où il fallait vraiment choisir, je me suis un peu plus tournée vers l'éducation physique, parce que j'ai toujours fort aimé ça. Au lycée, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et un de nos professeurs, Monsieur Alfonsi, m'avait beaucoup inspirée, et donc j'ai un peu changé de direction. Et je sais pas si tu te souviens, mais à ce moment-là, ça avait été super dur, parce que mes parents, ils ont pas du tout accepté. Et donc c'est vrai que j'ai fait un peu
j'étais un peu stressée parce que moi, je savais que je voulais vraiment faire éducation physique, mais je savais que mes parents n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Et donc, j'ai un peu choisi pour leur faire plaisir, j'ai choisi de faire des études de droit en Belgique en plus parce que c'était là que, pour mes parents, ça les rassurait parce que ma famille était là-bas, alors que moi, à choisir, j'aurais plus été vers mes amis. Et donc faire des études en France parce que c'est le système que je connaissais, c'était un système que je connaissais alors que le système belge, je le connaissais pas trop. Mais voilà, du coup, j'ai été... j'ai fait c'est moi qui ai choisi un peu par dépit, mais c'est moi qui ai choisi, et j'ai été en Belgique, et donc là j'ai pas dû passer j'ai quand même fait Parcoursup où j'ai quand même mis des études de droit dessus, mais j'ai pas j'ai tout refusé parce que j'avais... En Belgique, on n'a pas Parcoursup, donc si vous voulez venir faire vos études en Belgique, il faut passer il faut faire une conversion de diplôme. Ça prend un peu de temps, mais tout est faisable en fait. Mais moi, j'ai de la chance que je suis franco-belge, donc il n'y a pas de sélection ou quoi pour que je puisse aller faire mes études là-bas, puisque je suis belge, donc je rentre dans le quota d'étudiants belges. Il n'y a pas de processus de sélection? Non, il y a des processus de sélection pour des études comme médecine ou des choses comme ça, où il y a un concours d'entrée. Mais c'est pas comme en France où c'est la PACES, où c'est 1 an d'études et puis il y a le concours d'entrée à la fin. C'est un concours d'entrée directement. Et donc voilà. Donc par contre, il y a un quota. Il y a un quota pour les étudiants français qui, eux, sont tirés au sort. Donc voilà, parce que sinon, il y a beaucoup trop d'étudiants qui voudraient venir étudier en Belgique, parce que le processus d'entrée est beaucoup plus facile, quoi. Donc voilà. Et donc je suis arrivée en Belgique. Et après, c'était... clairement la douche froide. Oui, parce que là, au lycée, on est quand même beaucoup suivi, surtout encadré, surtout le lycée où on était, on s'entendait très bien avec les professeurs. Voilà. Là, il n'y a plus aucune relation. On était en droit, surtout, on était 600 élèves. Et moi, je ne connaissais absolument rien. Je n'étais absolument pas préparée à ce que c'était que de rentrer à l'université, surtout en droit, quoi. Et donc je me suis... j'ai raté... même en les passant, j'ai raté tous mes examens. De toute façon, j'étais complètement démotivée. J'avais pas du tout envie d'aller en cours. En fait, je me suis rendu compte que ces études, c'était pas du tout... que les études et le métier que ça allait m'amener n'étaient pas du tout en cohérence avec ce que j'avais envie de faire. Et donc là, la deuxième grosse épreuve, c'était expliquer à mes parents que j'étais toute seule en Belgique et que j'allais changer d'études en cours d'année. Et ça, c'est pas du tout passé. Encore pire que de leur avoir dit que je voulais faire éducation physique de base au Cambodge. Des échanges de mails avec mon père où moi je lisais ses mails, j'étais en pleurs. Lui, il était clairement déçu. Il me disait que oui, ta maman aussi, elle pleure parce que pour eux c'était la fin, hein, la fin de ma vie, quoi. Ça y est, j'allais jamais avoir de travail. Voilà, ma maman ne comprenait pas que pour pouvoir devenir, que déjà professeur d'éducation physique, c'était un métier en lui-même, et que pour pouvoir devenir professeur d'éducation physique, il fallait faire 5 ans d'études et un master, quoi. Donc voilà, parce qu'elle a toujours grandi au Cambodge, où c'est pas un métier, et qu'il n'y a pas besoin d'études pour faire ça, voilà. Et surtout que t'es pas payé pour. Donc voilà. Et peut-être que dans mon malheur, j'ai eu de la chance que j'étais toute seule là-bas, toute seule, que mes parents n'étaient pas là, et donc j'ai pu changer, je leur ai pas léché le soin en fait, j'ai changé d'études, et là ça m'a tout de suite plu. En plein milieu, tu pouvais changer? En plein milieu, oui, c'est ça. Donc en plein milieu de mon année, j'ai pu changer et commencer quelques cours de première année en éducation physique, et ils n'ont pas eu d'autre choix que de l'accepter. Et maintenant qu'ils ont vu les études que c'est, ce que ça demande et ce que ça
le métier que ça me donnera plus tard, ils sont tout à fait d'accord et ils l'acceptent très bien. Ils ont compris que c'était pas que c'était super difficile comme étude et que c'était pas ma décision n'était pas irréfléchie, quoi. Ouais. Donc voilà, que c'est vraiment là-dedans que je me plais. Les gens que tu as rencontrés à l'université, du coup, c'était majoritairement des Belges ou il y avait des Français, d'autres majoritairement des Belges. Ok. Dans nos études, il y a un ou deux Français, mais sinon, majoritairement des Belges, oui. Mais dans les kinés, parce qu'on a des cours en commun avec les kinés. Okay. Et kiné, donc, c'est un autre programme. C'est kinésithérapeute. Ouais, c'est pour faire kinésithérapeute. Et on a beaucoup de cours en commun. Et donc, en fait, quasi tous nos cours théoriques sont en commun avec eux. Et donc là, vu que c'est très dur en France d'être kiné, d'accéder aux études en tout cas, il y a beaucoup de Français qui viennent, quasi la moitié de l'auditoire, c'est des Français. Et donc là, oui, en kiné, il y a vraiment beaucoup de Français. Et puis moi, en ayant continué à jouer au rugby, ce qui est cool, c'est que voilà, il y a aussi beaucoup de Français qui jouent, françaises qui jouent au rugby, qui jouent dans l'ancien club où j'ai joué et tout. Donc voilà. Et puis, mais sinon, non. Moi, en tout cas, les amis que je me suis vraiment faites, c'était des Belges. Ouais. Et en n'ayant pas grandi en Belgique, mais en étant belge, est-ce que tu arrivais du coup beaucoup à relate Pas du tout. Du coup, c'était comment Non, et même maintenant, c'est encore très, très difficile. Surtout que, oui, si je suis belge, je veux dire, il y a des expressions que j'utilise, des mots que j'utilise. Enfin, j'ai toujours dit 90, 70, tout ce que tu veux. On allait tous les étés en vacances en Belgique et tout. Mais ça n'empêche que j'ai fait mes études au lycée français, avec des Français, que j'étais dans un système éducatif français. Donc, tout ce que je connaissais majoritairement, qu'on peut dire scolaire, était français. Donc, voilà, tous les livres qu'on a dû lire, la géographie, tout ça, c'était lié à la France. Je veux dire, je suis, même au niveau du rugby, c'est la France. Après, voilà, au foot, je préfère la Belgique, mais non, en fait, ouais, c'est pas tant au niveau de la Belgique, c'est plus au niveau, on a grandi au Cambodge avec un énorme mélange de cultures. Et moi, mes parents, ils m'ont jamais fait écouter du Jean-Jacques Goldman ou des trucs comme ça, tu vois. Même maintenant, avec mon copain, c'est vrai que des fois, il se moque un peu de moi parce qu'il y a plein de choses qui eux, font partie intégrante de leur culture que je ne connais pas parce que j'ai grandi ici et que j'écoutais plus du K-pop peut-être que de la vraie musique française. Moi, j'ai grandi avec MTV et pas avec... voilà, tu vois. Donc, c'est plus ça. Et des fois, en Belgique, surtout, ils ont ce qu'ils appellent la guindaille, où c'est genre, ils boivent beaucoup de bière et ils vont en soirée, c'est un peu genre il y a de la boue par terre, c'est un peu dégueulasse, mais voilà, tu vois, c'est ça. Et alors que nous, on faisait plus des soirées piscine, on rentrait à maximum 11h et voilà, tu vois, on préférait rester parler sur un canapé donc c'était plus à ce niveau-là, pour se faire des amis, des fois c'était un peu plus compliqué. En parlant de ces soirées piscine, ça me rappelle, genre, on adorait jouer à, comment ça s'appelle, on appelait ça voler dans la piscine. Voler, je sais pas quoi. On faisait tout le temps ça, c'était trop bien. Mais non, ça, déjà parce que là-bas, pour trouver une piscine, c'est un peu plus difficile. À part juillet-août, il n'y a pas vraiment de moment où tu peux te dire je vais. Et puis, trouver quelqu'un qui a une piscine, nous, c'était beaucoup plus facile. Merci Pascal. Merci Pascal, c'est vraiment ça. C'est trop cool. Mais même, genre, en fait, je crois que le volley, c'était vraiment notre sport de lycée. Oui, c'est ça, oui. Genre, même à la récré, genre, on utilisait les murs, en fait, pour faire bounce. La balle. Ouais, la balle. Ouais. Et on faisait des cours de volley.
Mais et du coup, Aglaé, comment ton choix d'études, comment ça a été fait? C'était facile ou c'était comme Shenda? Ah non, moi c'était très facile. En fait, je me suis jamais posé de questions. Je savais que je voulais un métier qui bouge. Ok. Après, j'hésitais entre pompier ou militaire. Waouh. Mais au moment où je devais décider, je savais pas faire un choix. Et en fait, on m'a dit, si tu fais éducation physique, donc en France, c'est STAPS pour faire l'équivalence. En fait, si tu fais éducation physique et que tu as ton diplôme de master, tu peux rentrer après soit chez les pompiers, soit à l'armée et être gradé tout de suite. Et donc, ça me laissait 5 ans pour me décider. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait éducation physique et j'adore mes études. Cool, ok. C'est bien d'avoir déjà en fait genre cette idée, enfin ce goal à la fin, et ensuite tu choisis en fait le parcours qui convient. Mais du coup, tu as grandi en France ou Non, moi j'ai grandi en Belgique. Ouais. Mes 2 parents sont belges. Ok. Mais en fait, donc moi je viens de Tournai et je fais mes études dans une ville qui s'appelle Louvain-la-Neuve. Ok. Et c'est là que Shenda habite. Et en fait, on s'est rencontrés aux études. Mais du coup, moi, j'habite pas. Je viens de Tournai. Okay. Et Tournai, en fait, c'est juste à côté de la France. Donc, je suis à 20 minutes de la France. Donc, c'est vrai qu'on va parfois faire les magasins en France ou quoi. Mais j'ai pas du tout eu le même système éducatif que vous, par exemple. Quand vous parlez du lycée et tout ça, nous, on n'a pas du tout ça. Ah, c'est quoi si c'est pas lycée? Donc, nous, en fait, on commence l'école avec ce qu'on appelle les primaires. Donc, il y a 3 années de primaire. C'est là qu'on est tout petit, quoi. Et vous avez la maternelle aussi, hein? Ouais, on a maternelle. Puis, on a les primaires, c'est 6 ans de primaire. 6 ans de primaire. 6 années, ouais. Et après, c'est secondaire, c'est encore 6 années. Ok. En fait, c'est une combinaison du collège et du lycée ensemble. Ouais, je crois que c'est ça. On a, c'est ça. Donc 3 ans de maternelle, puis 6 ans de primaire, 6 ans de secondaire, et après, soit on fait la haute école, donc c'est des études en 3 ans, 3 ou 4 ans souvent. Soit on fait l'université, et là, c'est des études en 5 ans, et plus si on poursuit, mais... Mais voilà, ouais, non, c'est pas du tout comme vous. D'ailleurs, j'ai des cousins français et quand on était jeunes, on me disait ah, et toi, tu rentres en quelle année? Et en fait, on comprenait rien. C'est E1, c'est E2, je sais pas quoi, et on essayait de trouver l'équivalent. Et ouais, non, c'est pas du tout pareil. Mais alors, pourquoi t'as hésité entre STAPS de le faire en France? Non, pas du tout. Ah, d'accord. non, j'ai pas du tout hésité parce que après, c'est une image qu'il y a beaucoup chez nous, que les études universitaires sont meilleures que les études en haute école. Et c'est peut-être pas vrai pour toutes les études, mais en éducation physique, moi, je trouve que c'est vrai, parce que on a quand même une formation scientifique plus poussée qu'en haute école, je trouve. Et en fait, quand on fait la haute école, ensuite, on peut enseigner qu'en inférieur. Et quand on fait l'UNIF, on peut enseigner en supérieur. Tu peux enseigner que au collège quand tu fais la haute école. Voilà, traduction pour les Français. Alors que quand tu fais l'université, tu peux aussi enseigner au lycée. Tu vois? Tu fais l'université aussi. Ok, ouais, c'est bon, ok. Du coup, on disait, oui. Et je pense que ce serait bien de... Genre, je sais pas quel genre auditeurs listeners, écouteront, mais par exemple, pour les gens qui, genre, se demandent... Ah oui, le système des lycées français à l'étranger, peut-être que, genre, tu veux expliquer qu'est-ce que c'est? C'est juste que dans chaque... de manière générale, dans chaque pays et dans chaque capitale de chaque pays dans le monde, quasi, il y a un lycée français. Donc, c'est un lycée qui va suivre le programme français. Donc, peu importe où on va et quand est-ce qu'on arrive dans l'école, on va suivre ce programme-là. Donc, moi, par exemple, j'ai été au lycée français à Hanoï. Et donc, j'ai fait 1 an là-bas et je suis partie donc, en décembre et puis je suis revenue à Phnom Penh. Je crois que c'était moitié CE2. Mais donc, j'ai coupé mon année en 2 et je suis arrivée à Phnom Penh. Mais ça n'a rien changé à mon année parce que voilà, on suivait le même programme. Donc, je suis arrivée et c'était exactement le programme que j'avais quitté. Donc, ça, c'est super pratique pour si nos parents voyagent, comme le mien où j'ai fait 7 écoles différentes. T'as fait 7 écoles différentes? 7 écoles différentes. Mais j'étais petite. C'est quoi tous les lycées français que t'as fait alors? J'ai fait
j'ai fait déjà une école belge, j'ai fait une école à Montpellier, une autre école belge, une école à Siem Reap, une école à Hanoï, une école à Phnom Penh. Enfin voilà, donc à chaque fois que... Après, j'étais plus petite, donc à partir du moment où on est arrivé à Phnom Penh, là j'ai pu dire à mon papa stop, maintenant j'ai plus envie de c'est vraiment toi qui lui as dit ça? C'est vraiment moi qui lui ai demandé parce que voilà, j'avais envie de me faire des vrais amis, parce qu'il arrive à un certain âge où tu comprends, enfin tu sais ce que c'est que avoir des vraies amitiés, et ça te brise le cœur à chaque fois de rester un an, construire des amitiés, et puis devoir tout quitter comme ça et reconstruire d'autres amitiés. Donc et je suis très contente, parce que c'est comme ça que je peux vous considérer, Kéma, toi et d'autres, comme comme mes meilleurs amis, mes amis d'enfance, et voilà quoi. Non, mais c'est vrai que, genre, en fait, même nous, quand on était au lycée, on avait des gens qui venaient, genre, 1 an, 2 ans, qui repartaient parce que leurs parents étaient expats. Ouais. Mais je pense qu'il y a l'avantage de pouvoir voyager, et genre, tu rencontres d'autres gens expats dans notre pays et tout. Mais c'est vrai que ces gens-là nous disaient, genre, on peut pas créer d'amitié sur le long terme et tout. Donc, Mais après, c'est plus facile maintenant, parce que avec les réseaux sociaux, c'est plus facile de garder un lien. Mais c'est pas l'expérience n'est pas la même. L'expérience n'est pas la même, c'est ça. Et en plus, moi, le Cambodge, quand j'étais petite, je me rendais pas trop compte. Maintenant, je me rends compte, c'est quand même mon pays, ma culture, et donc je suis très contente que ce soit ce pays-là que j'ai choisi, qu'on a choisi pour rester, quoi. Donc ouais. Et puis je sais pas, si tu te souviens, quand Kéma elle est partie en seconde, c'était un crève-cœur. C'est ça, personne ne s'y attendait. Donc voilà. Et heureusement que on a pu garder contact avec les réseaux sociaux, et qu'elle revenait encore souvent, mais c'est pas la même chose, quoi. Et les gens, certains me demandent souvent, quand tu étais au lycée français de Phnom Penh, il y avait majoritairement des Français ou des Cambodgiens? Genre, moi, quand je réponds, en général, je dis, normalement, il y a plus d'expats, mais c'est vrai qu'il y a une partie des familles cambodgiennes qui aiment mettre leurs enfants dans des écoles internationales, dont l'école française Descartes. Bah oui, il y avait pas mal d'enfants qui étaient là de deux parents cambodgiens, qui parlent pas français à la maison. Qui parlent pas français à la maison, c'est quand même... Oui, après, c'est quand même plus rare que des... en tout cas, à notre époque, que des enfants qui étaient de deux parents cambodgiens, mais qui avaient déjà vécu en France. Oui, il y en avait moins. Oui, voilà, c'est ça, ou des choses comme ça. Après, nous, dans notre année, il y avait quand même aussi beaucoup de... On était aussi quand même beaucoup des enfants dans notre année, des mixtes, voilà, tu vois. Je suis d'accord. Donc mais les nouvelles générations, j'ai l'impression qu'il y a moins d'étrangers, ou peut-être c'est à cause c'est peut-être à cause du Covid, ou j'allais dire ça. Ouais, sûrement aussi, c'est possible. Et puis c'est vrai que si on regarde dans les autres lycées français qui sont peut-être un peu plus développés, plus vieux ou quoi, il y a beaucoup de locaux qui mettent leurs enfants. Après, il y a rien à faire, ça reste cher quand même pour la population locale qui n'aurait pas les moyens, parce que ça reste un lycée semi-privé. Donc voilà, je sais pas. Les expats ont souvent la chance que ce soit le travail du papa ou de la maman qui paye une partie des études, mais sinon ça reste des études chères, surtout quand on a beaucoup d'enfants, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, quand on était au lycée, tu participais souvent aux compétitions, et ça te permettait de rencontrer d'autres étudiants des lycées français et de l'étranger. Genre, du coup, tu as rencontré quel pays majoritairement? Genre, du coup, quelle compétition? Après, moi, c'était souvent des compétitions de rugby. J'ai aussi fait athlétisme, mais voilà. C'était surtout des compétitions de rugby. Et après, moi, je connaissais déjà beaucoup de gens du Vietnam, du coup, parce que voilà, comme j'habitais là-bas, donc c'était souvent beaucoup de Vietnamiens. Et après, c'est souvent les mêmes... moi, les compétitions, je les ai commencées depuis que j'étais en 5e. Donc 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Voilà. Après, on rencontre souvent les mêmes personnes et tout. Mais Vietnam, Singapour, beaucoup. Voilà, mais c'est Asie du Sud-Est majoritairement. Hong Kong aussi, non? Hong Kong, oui. Okay. Après, parce que
est-ce que je me souviens des gens, mais est-ce que c'était mes amis ou quoi? Non. Ok. Bah moi du coup j'en avais pas rencontré à l'époque où on était au lycée Descartes, mais quand j'étais du coup à l'université à Dauphine à Paris, genre il y avait en fait un programme qui était genre anglais, genre English course ou track ou un truc du genre. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas choisi à l'époque, mais du coup c'était souvent il y avait pas mal d'étudiants qui étaient dans les lycées français à l'étranger qui étaient là-bas. Du coup il y avait des gens de Hong Kong, d'autres lycées français à l'étranger mais en Europe. Et Singapour, enfin des trucs comme ça. Du coup, je trouve ça intéressant que, au final, après tous ces élèves, ils retournent en France. Mais on voit quand même une différence, pas de culture, mais genre open-mindedness, parce que du coup, ils ont vécu à l'étranger, mais ils ont toujours le système éducatif français. Donc, c'était plus facile. Je dirais pas que c'est plus facile, mais on peut plus facilement relate dans un sens. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce que ces gens-là ont vécu un peu ce que nous on a vécu. Voilà, donc, il y a rien à faire. On s'associe toujours avec des personnes qui nous ressemblent. Donc. Je suis d'accord. Ok, donc le rugby, c'est un élément important dans ta vie. Aglaé, tu fais du rugby aussi? Je pensais que, je sais pas, vous êtes rencontrés par le rugby peut-être? Non, on s'est rencontrés aux études du coup d'éducation physique. Ok. Mais j'ai fait une petite initiation. Ah ouais. Bah, j'adore tout ce qui est sport de contact. J'ai un peu touché au hockey sur glace via mon beau-père. Mon beau-père en fait. Et donc j'aime bien, donc c'est pour ça que j'ai voulu essayer. Mais du fait que, comme je disais, j'habite que la semaine à l'endroit où j'étudie et je rentre le week-end dans ma famille. M'inscrire pour une saison dans son club de rugby, c'était compliqué puisque les matchs se jouaient le week-end. Et donc ça voulait dire rester tout le temps là, mais je voulais aussi rentrer voir ma famille de temps en temps le week-end. Donc, et puis c'est plus son truc que le mien, quoi. Donc voilà. C'est quoi tes sports du coup? Moi j'ai été gymnaste, j'ai fait beaucoup d'années de gymnastique. Puis, et puis en fait j'ai arrêté quand je suis rentrée à l'UNIF parce que du fait qu'on faisait beaucoup de sport. Quand je rentrais le week-end, je me suis dit, au lieu de retourner encore en club faire du sport, je préfère profiter de ma famille. Et je me suis dit, au final, ça va pas changer beaucoup mon hygiène de vie, puisque je fais quand même toute la semaine beaucoup de sport. Donc, j'ai arrêté la gym en club. Voilà. Ok. Mais tu fais pas du... Enfin, je vous ai vu faire du... Je sais pas du triathlon. Ouais, voilà. On a fait une petite expérience. En fait, dans nos études, il y a une année où on peut choisir des options. Ok. Et on a choisi l'option triathlon. Ouais, j'ai choisi. Ah. Et Shenda m'a proposé de faire un triathlon avec elle. Donc, on a fait un triathlon à 2. Et moi, l'année prochaine, je m'inscris en club, par contre, de triathlon. Ah, trop bien. Ici, en fait, normalement, ça prenait en septembre maintenant. Mais j'ai prévenu que, voyage inattendu au Cambodge. Et donc, moi, je commencerai les entraînements le 1er octobre. Mais, donc voilà, là, je vais prendre ça un peu plus sérieusement. Nice. Et du coup, c'est devenu... C'était un coup de foudre avec le triathlon? Non, pas... Enfin... Oui, j'ai toujours aimé le sport et dans nos études, il n'y a rien à faire. Pendant 4 ans, on a dû nager, on a dû courir. Voilà, indépendamment, on a dû toucher à chacune des disciplines du triathlon, sauf le vélo. Ça, on ne fait pas dans nos études. Mais, et en fait, c'est vrai que ça permet des entraînements assez libres, en fait. Peu importe le moment de la journée, si tu as du temps, tu prends des baskets, tu prends ton vélo, tu vas à la piscine. Faut pas... Allez, par exemple, le rugby, déjà, il faut être à plusieurs. Donc, l'entraînement, c'est à telle heure pour qu'il y ait toute l'équipe. Là, tu peux aller, toi, quand ça t'arrange dans ta journée. Donc, ça, c'est vrai que c'est une grande liberté. Mais, donc, voilà. Ok. Et Shenda, tu vas pas faire de triathlon? Moi, déjà, de base, tu me connais, même quand on était au lycée, les sports d'endurance, c'était pas du tout mon truc. Moi, j'ai toujours plus fait des sports explosifs et surtout des sports collectifs, j'ai toujours préféré que des sports individuels. Après, oui, mon papa, on a fait un décathlon un jour, papa m'a obligée, enfin bref. Mais j'ai jamais aimé ça, et même pendant les études, quand on avait... cours d'endurance, c'était vraiment le pire moment. J'étais bien contente d'avoir fini, d'avoir passé mon examen, on n'en parle plus, quoi. Mais non, en fait, le triathlon, je me le suis plus lancée en mode challenge. Je mangeais avec mon copain à midi, et puis je lui ai dit...
bah tu sais quoi, parce que lui il fait du triathlon, mais il prend ça très sérieusement. Et donc je bah, l'année prochaine, je m'inscris à ce triathlon-là, et puis objectif, bah, je le finis. C'était juste ça. Et puis voilà, Aglaé est toujours partante pour beaucoup de choses, donc je lui ai proposé, elle a dit oui, et donc c'était bien parce que cette année-là, je sais plus si c'était l'année où je crois que où le rugby, enfin j'avais pas beaucoup de cours et le rugby, enfin je crois que ça s'était arrêté en milieu de saison à cause du Covid ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, donc j'ai pu quand même beaucoup m'entraîner et je l'ai fini et c'était chouette, c'était une chouette expérience enfin c'est un peu me surpasser parce que c'est pas mon sport et j'ai bien aimé. Après, non, est-ce que j'ai envie vraiment de me lancer là-dedans ? Pas du tout. Mais c'est un challenge, j'aime bien. Là, par exemple, pour le mois d'avril, je me suis lancé le challenge de faire un semi-marathon. Là, le prochain avril. Ouais, en avril qui arrive, 2024. Là, voilà, de le finir, parce que, encore une fois, c'est pas du tout mon sport de prédilection. Et après, pourquoi pas en septembre faire un triathlon encore, mais un plus long cette fois-ci. Après, on va voir. Mais donc... Et ce qui est bien, c'est que ça demande quand même beaucoup de discipline parce qu'il faut beaucoup s'entraîner pour pouvoir y arriver. Donc voilà, et là je vais arrêter le rugby cette année. Ah ouais, mais pourquoi ? Parce que je compte travailler. On a match les samedis et moi je compte travailler les samedis. Et donc voilà, je vais arrêter le rugby et on va voir comment ça se passe. Donc il me faut quand même quelque chose, un objectif. Et donc c'est ça l'objectif pour l'instant. Ok. Ah, j'aime bien que, en fait, tu te mets des challenges sur des choses que t'aimes pas forcément, mais du coup, ça te pousse à, genre, t'avancer, enfin... Ouais, mais en fait, oui, en fait, c'est des choses que j'aime pas forcément, mais le triathlon, bon, c'est pas très gai, mais... ma grand-mère, quand elle est décédée, c'était il y a 2 ans. Déjà. Et il y a 2 ans déjà. Et en fait, au moment où j'ai appris qu'elle était décédée, j'étais à ce triathlon. Ah ouais. Et c'est mon copain qui participait au triathlon. Et c'était son premier triathlon. Et donc, c'est vrai que c'était hyper chouette à la fois pour lui. Et j'aurais eu envie de partager... d'être contente à ce moment-là pour lui, mais j'étais au triathlon, mon frère m'a appelé et m'a dit que ma grand-mère était en train de décéder, donc j'ai dû partir plus tôt, et j'ai pas profité de ce moment-là parce que j'avais autre chose, voilà. Et donc c'était un moment qui devait être très chouette, qui est devenu très triste, et donc c'est pour ça aussi que je voulais l'année d'après reparticiper moi à ce même triathlon et en faire quelque chose de bien pour en mémoire aussi à ma grand-mère. Et voilà, je suis très contente, je l'ai fait, je pensais à elle à chaque moment, et donc c'était chouette. Et puis c'est aussi quelque chose que je peux partager avec mon copain, parce que c'est vraiment lui sa grande passion. Et moi je trouve, contrairement à ce qu'Aglaé a dit, moi je trouve que c'est quand même très contraignant comme sport, parce qu'il n'y a rien à faire, il y a 3 sports en un, tu dois t'entraîner, donc lui il est obligé de faire 2 entraînements par jour, quoi. Wow. Et tous les jours, il s'entraîne tous les jours. Si un jour il prend un congé, c'est un miracle, quoi. Wow, donc okay. Non, c'est quand même c'est quand même très très contraignant, le rugby. Voilà, j'ai 2 entraînements semaine et le match le samedi, quoi. Donc et en fait cette passion du triathlon qu'il a, enfin cette passion, c'est lié aussi à son projet professionnel, genre lui, il a aussi découvert le triathlon comme Aglaé aux études quand il a pris l'option triathlon, et de base il fait du foot, et en fait il est plutôt bon, donc ça l'a, je sais pas si ça l'a motivé, ou en tout cas il a vraiment bien accroché. Puis il y a eu le Covid, et donc il y avait plus d'entraînement de foot, et donc il s'est un peu lancé là-dedans. Il s'est lancé récemment en fait. Ouais, il a commencé il y a 2-3 ans, quoi. Et voilà, mais ça fonctionne très bien, et il adore, et il va loin, mais il va pour quelqu'un qui a commencé aussi récemment, ouais, c'est... Ouais, j'avoue, parce que
J'avais l'impression que c'était un professionnel depuis des années. Ah non, Parce du tout. que sur les stories, je le voyais toujours en train de faire du triathlon. Ah ouais, non, du tout. Il a commencé pendant le Covid. Donc, Ok. ouais, c'est ça. Ok. Et sinon, pour reprendre sur les challenges et tout, parce que moi non plus, genre, j'ai détesté l'endurance, courir là sans rien faire comme ça pendant 3 fois. Voilà, des voilà. heures. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je me suis aussi déjà, j'ai un souvenir de quand je voulais mettre un challenge de courir en fait quand j'étais en Corée. Je voulais en fait dans ma bucket list faire un jogging, le long de la rivière à Séoul. Ouais. Et du coup, genre de base, j'aime pas courir, mais du coup, je me suis dit, il faut que je cours jusqu'au pont que je vois là-bas. Le problème, c'est que le pont, en fait, il avait pas il s'arrêtait pas, en fait. À chaque fois, il y avait une continuation. Ah oui. Du coup, au final, je l'ai quand même fait. Genre, je me suis vraiment forcée parce que je me suis dit, une fois que je me fixe un objectif, il faut vraiment que je le fasse jusqu'à la fin. Et même si, genre, j'aime pas courir, à la fin, genre, je suis quand même, genre, proud. Genre, Oui, t'es fière de toi, ouais, c'est voilà, ça, ouais. t'es content d'avoir... tu dis, genre, j'ai réalisé quelque chose. Ouais, c'est ça. Et ça reste dans tes records, quoi. Ouais. De toute façon, dans la vie, tu vas toujours faire des trucs Ouais, voilà. que t'aimes pas. Mais bon, le but, c'est Exactement. juste de te rendre fier toi-même. Et puis après, Mm. tu te rends compte que, bon, j'aime toujours pas courir, mais quand j'y allais, voilà, c'était pas si, de manière générale, c'était pas si désagréable que ça. Et puis surtout, Ouais. après, une fois que c'était fini, tu te sens beaucoup mieux, quoi. Et puis, il y a même arrivé un moment où je me suis choquée moi-même. J'en avais limite besoin d'aller courir. Oui, apparemment, ça devient un peu une addiction. Ouais, hein, je sais après, pas comment dire. ça peut être un peu exagéré aussi. Hein, mais oui, non, ça faisait du bien. Et puis ça fait du bien aussi que tu te dises, oh, je me sentais pas capable de courir autant. Puis Ouais, maintenant, ouais. c'est le minimum que je sais faire, quoi. Mm. Voilà. Est-ce que dans ces moments durs, genre, t'as un truc que tu te répètes dans ta tête? Parce que, par exemple, moi, genre, à chaque fois, je me dis, allez, tu peux y arriver. Genre, fais-le encore, genre, fais 10 pas encore, 10 pas, 10 pas. Et au final, genre, après, tu finis ta course, etc. Est-ce que toi, il y a un truc que tu te répètes dans ta tête? Dans ces moments où t'as envie de lâcher, mais tu dois le tenir. Genre une phrase? Non, Pas forcément. non, je pense pas parce que moi c'est vraiment je suis tellement nulle au point où mon objectif c'est juste de pas m'arrêter et marcher. Donc Ouais. donc voilà, mais non, je me dis juste que enfin je sais ce que je vaux aussi et puis il y a un moment il faut pas abuser, courir 5 km, je suis capable. Après, est-ce que je suis capable de courir aussi vite que tout le monde? Non, mais voilà. Mais une phrase motivationnelle, non. Ouais. Non. Ce qu'il y a, c'est qu'au début, quand j'allais vraiment courir, au début, je courais avec des écouteurs. Et en fait, là, tu cours sans réfléchir. Maintenant, j'essaye de courir en réfléchissant à ce que je fais. Donc, je ne mets pas d'écouteurs. J'essaie de calmer par moi-même mon rythme. Enfin, je cours intelligemment, c'est ça. C'est pas courir pour courir. Parce que, Ouais. voilà. Il y a toute... j'ai une montre, je sais ce que je fais, quelle vitesse je vais et tout. Parce que au début, j'allais courir, je courais à la vitesse que je savais garder, mais j'étais à 185 BPM tout le long. Enfin, c'était pas du tout... c'était pas réfléchi. Maintenant, enfin, ça fait un moment que je suis plus allée courir, mais là, on va me refaire un programme pour mon truc, et donc j'espère que ça va être... que ça va être beaucoup plus... Bon, en tout cas, ça va être beaucoup plus réfléchi parce que c'est pas moi qui vais faire mon programme. Qui fait le programme? Ça va sûrement être Amy qui va faire mon programme. Ok, du coup, trop ouais. bien. Ok. Et quand c'est ces entraînements, par exemple, quand vous avez fait votre triathlon, là, c'était des entraînements tous les jours? Pendant 6 mois? Un truc comme ça? Genre, j'arrive pas à imaginer. Non, tous les jours, non. Moi, je me suis entraînée. Je m'entraînais pas, je m'entraînais pas tous les jours, mais après, à ce moment, enfin, pour ce triathlon-là, en tout cas, quand par exemple lui allait nager, j'allais nager avec lui. On faisait pas du tout le même programme, hein, mais voilà. Et puis après, je courais, mais tenir tous les jours, moi, je ne saurais pas. Je pense pas que ce soit très bon pour moi non plus. On peut pas partir de zéro et puis aller à 100%. Et par exemple, le vélo, par contre, j'ai fait que 3-4 entraînements de vélo avant le triathlon, mais parce que je sais que voilà, le vélo c'est là où j'ai le plus facile parce que j'ai plus de puissance, mais sinon oui, en tout cas je m'entraînais au moins 4 fois par semaine. Ok. Ouais. En parlant de programme, genre je me souviens au lycée, genre je faisais les répétitions et tout ça seulement si tu me faisais le programme et si je te suivais.
Genre, je sais pas si tu te souviens, genre, il y a un moment, genre, on faisait, je sais pas, tu me sortais un programme et tout, on le faisait devant, enfin, dans ton jardin. Ah oui, au sport, ouais. Bah oui. Bah maintenant, avec Agla, là, cette année-là, on a essayé d'aller 2 fois par semaine à la muscu. C'est toujours hyper motivant d'avoir avec quelqu'un. Oui, c'est ça. Ouais. Après, moi, j'étais encore en équipe de rugby, donc je suis quelqu'un qui fonctionne quand même beaucoup à la motivation. J'ai quand même toujours besoin d'un objectif, de quelque chose. Donc voilà, je pensais, je m'étais blessée. Et donc, pour pouvoir revenir plus vite au rugby, j'avais besoin de reprendre la musculation bien. Et donc voilà, et cette année, là, à part le semi-marathon, je sais pas... ou le triathlon en septembre, j'ai pas d'autres objectifs. Donc, est-ce qu'on va... on va continuer le muscu, j'espère, mais... Parce que moi, genre, les gens qui disent je vais à la gym, faire de la muscu et tout, moi, j'ai jamais eu cette passion pour aller à la gym juste pour faire de la muscu, en fait. Oui. J'avais besoin de faire du sport pour une raison. Oui. C'est pour ça que, genre, les seules fois où je faisais du sport, c'était, par exemple, pour les taekwondo, je me surpassais parce que je sais qu'il y avait un objectif pour me perfectionner dans oui, le truc, pour moi, la musculation, c'est aussi... c'est un complément voilà. pour quelque chose. Donc, ça peut être... je sais pas, moi, il y a des gens, ils veulent maigrir, il n'y a rien à faire, ils passent sur la musculation. C'est un complément. Mais pour moi, c'est vrai que ce n'est pas... c'est pas un sport. Avant que je fasse de l'haltérophilie ou quoi, c'est pas un sport. Sinon, ce n'est pas un sport en lui-même. Après, si... non, parce que... Il va y avoir un grand débat, là. Une compétition, ça, c'est un sport. C'est pas compétition, c'est pas sportif. Genre, quand tu demandes, tu fais du sport et la personne dit oui, je vais à la gym, est-ce qu'on considère ça comme une activité? Pour moi, c'est une activité physique. Ouais. Est-ce que c'est un sport? Mais c'est pas un sport. Voilà, je sais ce que tu veux dire. Parce que la définition d'un sport, c'est qu'il y a un encadrement derrière et que tu as une compétition qui est faite. Donc, alors, tu fais de l'haltérophilie. Tu fais pas de la musculation parce qu'il n'y a pas de compétition de musculation. Ça n'existe pas. Donc, voilà. Après, si tu demandes à mes frères maintenant, qui ont tous les deux arrêté de rugby, si tu leur demandes quel sport ils vont dire je fais de la musculation. Tu vois. Pour mon père non plus, c'est pas... mon père... il est à table, il leur repose la question, il comprend pas. Voilà, après, c'est mieux ça que rien. Voilà, donc eux, ils vont dire c'est leur sport. Ouais, c'est leur activité, physique, c'est ça. Et Lucas, il fait plus de natation? Non, ils ont arrêté. Voilà, ils se consacrent à la musculation, mais bon, eux, c'est un peu purement... c'est purement physique, quoi. Voilà, c'est pour avoir le physique qu'ils désirent. Voilà, c'est leur moyen de se dépenser.